de vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette livraison d'actualité. Ouvrons ce journal à la cité de l'Union africaine où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu le week-end dernier avec le ministre sénégalais de l'économie, du plan et de la coopération. L'envoyé spécial du président de la République, sœur du Sénégal, à son homologue congolais Abdourahmane Sarr, était porteur d'un message de Bassirou Diomaye Faye, président sénégalais, dont le contenu n'a pas été révélé au grand public. C'est un reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Monsieur Abdourahmane Sarr est le ministre sénégalais de l'économie, du plan et des coopérations. Venu directement de Dakar au Sénégal, le ministre du gouvernement Sonko est porteur des messages du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, adressés à son homologue de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les contenus de ces messages épistolaires n'a pas été révélé. Toutefois, l'émissaire du président Bassirou Diomaye Faye s'est montré très optimiste sur la redynamisation de la coopération entre Dakar et Kinshasa. J'étais venu à Kinshasa comme envoyé spécial du président Bassirou Diomaye Faye sénégalais. D'abord pour exprimer au président ses sentiments d'amitié et aussi lui transmettre ses salutations fraternelles. Et lui exprimer la satisfaction du président de la République sur la qualité des relations entre nos deux pays, qui sont excellentes. Nous sommes tous d'accord sur le fait que il ne peut pas y avoir de développement sans stabilité. Il ne peut pas y avoir de développement sans stabilité et sur les solutions. Donc il faut pour la stabilité de la sous-région. Donc le président Bassirou Diomaye Faye et le président Tshisekedi ont une totale convergence de vue sur les approches pour arriver à une stabilité sous-régionale de Sénégal et à plus de maritimes pour nous, président Bassirou Diomaye Faye et le président Tshisekedi ont exactement la même vision. Il n'y a pas de solutions qui apporteraient une paix. La question de la candidature de la République du Sénégal à la présidence de la Banque africaine de développement BAD a aussi été évoquée au cours des échanges. J'étais également accompagné de M. Hott. M. Hott, qui est le candidat du Sénégal pour la présidence de la Banque africaine de développement. Nous avons parlé de cette banque, de la vision de notre candidat en qui est également de la vision du président lui-même sur ces questions de financement, du développement de façon générale. C'est la première fois qu'un officiel sénégalais de haut rang est arrivé à Kinshasa depuis l'avènement du président Bassirou. Cela augure une coopération bilatérale renforcée entre ces deux pays francophones. Et au chapitre de la guerre qui s'écoule à la partie orientale du pays, je vous laisse donc suivre à présent le communiqué de FARDC lu par le général Sylvain Ekenge sur le ondes de la radio-télévision nationale qui revient bien sûr sur les attaques qu'aurait perpétrées le FARDC dans la province du Nord Kivu. Selon le général Ekenge, commandant du service de communication et information de FARDC, la population doit faire fi du communiqué pondu par les M23-AFC qui travaillent pour assouvir leurs appétits gloutons, a-t-il renchéri. Suivez. Un communiqué infondé et dépourvu de toute logique a été rendu public par l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. Cette communication accuse les forces armées de la République démocratique du Congo d'avoir monté la nuit du 11 au 12 avril 2025 une attaque contre la ville de Goma. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à donner des précisions objectivement vérifiables suivantes à l'opinion nationale et internationale. 1. Au nord de la province, leur première position se trouve à plus de 300 km de la ville de Goma, dans le territoire de Lubero, au grand nord de cette province. 2. À l'ouest de Goma,
les forces armées de la République démocratique du Congo sont en pleine défensive dans le territoire de Walikale. Au sud des Goma, les premières positions des FARDC sont à des centaines de kilomètres de la ville de Bukavu, dans les territoires de Mwenga, Uvira, Fizi et Chabunda. Le communiqué de l'AFC M23, taillé de toutes pièces, est en réalité un scénario sciemment monté, non seulement pour camoufler et justifier les tueries quotidiennes des civils dans la ville de Goma, mais aussi et surtout pour manipuler l'opinion et également satisfaire leurs appétits criminels. C'est une manœuvre dilatoire concoctée pour tenter de faire capoter toutes les initiatives de paix en cours. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en demeurant vigilantes et respectueuses des droits de la guerre, restent attachées aux engagements souscrits par la haute hiérarchie pour le retour d'une paix définitive dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans la sous-région. Prenons la direction de Bujumbura. Nous sommes comme c'est là dans la République sœur de Burundi où séjourne une délégation de députés nationaux, essentiellement de médecins, en vue des consultations bénévoles des déplacés de guerre congolais se trouvant dans différents camps de réfugiés qui peuplent la République sœur des Burundi. Arrivés sur le lieu, ils sont déjà à pied d'œuvre. Question déliée à l'utile, à l'agréable, nous dit Rafat Kachunga. Arrivé mardi 8 avril 2025 à Bujumbura, capitale de la République du Burundi, par aéroport international, la délégation parlementaire qui conduit le professeur Léon Kabamba-Ngombe, composée de 5 députés médecins et 2 autres élus de la circonscription électorale proche de déplacés, a entamé sa mission humanitaire par de rencontres de présentation de civilité. La première visite était pour l'ambassade de la République démocratique du Congo. Là, les 7 députés nationaux ont échangé de l'objectif de leur mission avec l'équipe diplomatique faisant intérim du diplomate congolais en déplacement, lesquels consistent à une consultation médicale bénévole de déplacés de la guerre d'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo et 2 enseignements sur les préventions de maladies de Messal. Après une séance de travail près de 4 heures avec le responsable santé et nutrition du HCR Burundi, les explications nécessaires sur la vie et la gestion de camps de déplacés ont été recueillies par la délégation. Au total, le Burundi a accueilli sur son sol, depuis l'intensification de l'insécurité due à la guerre d'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo, plus de 70 000 nouveaux déplacés de guerre congolais répartis en 5 camps de déplacés, Moussasa et Kinama au nord, Kavumu avec une capacité de 18 000 déplacés, Mikinzu et Niakasa au sud, un site de déplacés appelé site de Mousseni et 2 centres de transit de réfugiés qui se sont ajoutés aux 100 000 déplacés urbains déjà présents dans ces pays. À en croire le rapport du HCR, situation dans les camps reste débordée. On note sur les plans sanitaires la malnutrition, la rougeole, le choléra, les paludismes. 10% des hommes et des femmes déclarent avoir subi de violences sexuelles et plus ou moins 60 cas de maladies mentales ont été détectés de les premières évaluations. Plus de 100 enfants ont été vaccinés contre le paludisme, sachant que 52% de la population de ces camps sont des enfants, environ 7000 enfants de 0 à 15 ans vaccinés contre la rougeole et 1300 contre la poliomyélite. Sur les plans sécuritaires alimentaires, les cas de malnutrition globale aiguë et sévère ont été détectés autant chez les enfants que chez les femmes qui allaitent.
La réduction de 50% par l'EPAM de la ration de déplacés qui est passée de 2 repas par jour en un seul repas au vu de la surpopulation dans les camps. L'insuffisance d'eau potable exposant les réfugiés aux maladies hybrides et celle de Messal. Insuffisance de latrines avec plus ou moins une latrine pour 1000 personnes au lieu d'une pour 50 personnes comme réglementé. Sur les plans de l'éducation, les écoles sont présentes dans les camps ainsi que le site de déplacés afin de permettre la poursuite de l'éducation scolaire chez les enfants. Cette présence des autorités législatives congolaises auprès de leurs compatriotes constituera une source d'espoir pour la population victime des affres de la guerre dans l'est de la RDC. À l'issue de la première étape de la collecte de fonds vivres et non vivants en soutien de FRDC tel qu'initié par le ministre d'État à la justice garde des Sceaux Constant Mutamba Tungunga pour répondre à l'appel initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les représentants des confessions religieuses ont été le samedi 12 avril dernier à la remise de tout ce qui a été reçu au vice-premier ministre en charge de la défense nationale Guy Kabombo au mois. C'est un reportage de Mondi Kouyala et Polydon Gaziami. Le vice-premier ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo, a reçu le samedi 12 avril 2025 la délégation des confessions religieuses de la République démocratique du Congo, conduite par le ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. À l'ordre du jour, la remise officielle des offrandes, des vivres et non-vivres en faveur de FARDC, un signe de soutien de la population congolaise à ses forces armées en cette période cruciale que traverse la RDC. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, tels sont les vivres que les confessions religieuses ont mobilisés pour les FARDC au Wazalendo. Et ordre de virement des 72 000 $ que les différentes confessions religieuses ont donné comme offrande. Vous avez également les offrandes en francs ont représenté plus ou moins 100 millions de francs congolais. Donc ça, c'est le premier lot. Ensuite, nous allons vous envoyer le deuxième lot. Dans la gibecière, une cargaison importante des biens de toute nature et une enveloppe importante constituée des offrandes des fidèles des différentes confessions religieuses. C'est avec tout le cœur que nous avons fait, tous les hommes de Dieu que vous voyez, c'est notre contribution en partie jusqu'ici. Et dans l'entretemps, c'est une opération qui continue et nous demandons aux confessions religieuses qui tergiversent encore de pouvoir emboîter le pas. Il s'agit de notre pays, il s'agit des efforts que chacun de nous devra fournir pour rencontrer la préoccupation du chef de l'État. Ici, il faudrait que cette opération continue et ce serait notre fierté, d'abord en tant que croyants de la parole de Dieu, qui pensons également que notre Dieu est un Dieu qui encourage nos armées à pouvoir défendre les couleurs de notre drapeau, du drapeau de notre pays, de la nation. Et nous sommes pleinement dedans. Après la remise symbolique, le numéro 1 de la défense nationale a, au nom du commandant suprême et du chef du gouvernement, Judith Souminois, salué ce geste combien louable en faveur de l'armée régulière et du groupe d'autodéfense Wazalendo qui combattent nuit et jour pour défendre l'intégrité territoriale. L'acte que vous venez de poser répond directement à l'appel du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Je vous remercie très sincèrement pour ce geste qui va aller directement à nos forces armées et à nos vaillants volontaires pour la défense de la patrie, communément appelés les Wazalendo, les patriotes. Votre générosité ne va pas s'arrêter à ce premier geste. Mettez vos forces combattantes dans vos prières quotidiennes. Cette marque de solidarité des confessions religieuses, sous la mobilisation du ministre d'État de la Justice, Constant Mutamba, fait suite à la mobilisation générale décrétée par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, comme effort de guerre.
Spectacle désolant ce lundi 14 avril 2025 dans la commune de Limete. Le colonel Willy Mbemba s'est vu arracher ses prérogatives de bailleur. En effet, le ministre provincial de l'Environnement a initié le déguerpissement, allais-je dire, d'un locataire sur la 10e rue Limete, dont la parcelle en face de l'entreprise de l'eau suisse, sans entrer en contact avec le bailleur qui n'est que le monsieur colonel Willy Mbemba. C'est un reportage de Polydor Ngaziami. Le ministre provincial de l'Environnement a dérogé à la règle sans avertir le propriétaire pour un contrôle sérieux sur cet espace où il a déclaré que cette terre est une réserve de l'État congolais. Cet homme d'État a dépêché une équipe le samedi 5 avril 2025 à 4 h du matin pour déguerpir ses locataires. Au courant de la même journée, le ministre provincial de l'Environnement a démoli et a procédé directement au remblage de cette parcelle sans aviser le propriétaire. Selon lui, cet espace est une réserve de l'État. Pourquoi ne pas convoquer le propriétaire pour vérifier sur ses documents parcellaires et savoir par quel mécanisme occupe-t-il cet espace? Pourquoi à 6 h du matin pour procéder au déguerpissement? Qu'est-ce qui a empêché cette autorité de la capitale congolaise d'accorder le minimum de 3 mois au propriétaire? Pourquoi a-t-il bafoué la loi de l'urbanisme et habitat alors que Willy Ndomba détient les documents légaux? Ce sont là les questions qui inquiètent jusqu'ici les Quinois, beaucoup plus les propriétaires de cette parcelle depuis plus de 30 ans. Prenons à présent la direction de la province du Nord Kivu. L'aéroport de Beni Mavivi connaît actuellement une phase de modernisation significative. Les travaux d'élargissement de la piste d'atterrissage entrepris par la société de services Viumbira ont atteint une vitesse de croisière, celle du rechargement. Cette avancée du reste majeur est accueillie avec grande satisfaction par la population locale qui voit à travers ces projets une opportunité de désenclavement et de développement de la région. C'est un reportage, mieux une correspondance de Germain Chikoro. Les travaux de modernisation de l'aéroport de Beni Mavivi, un projet d'envergure initié par le gouvernement provincial du Nord Kivu, sous la direction du gouverneur militaire, le général-major Kakule Somo Evariste, progresse à un rythme satisfaisant. La société des services Viumbira, SSV, est actuellement à l'œuvre pour élargir la piste d'atterrissage. Une étape cruciale dont la transformation de cet aéroport à une infrastructure de standard international. Sur les sites, les engins de la SSV s'activent sans relâche. Actuellement, les travaux ont atteint l'étape de rechargement, une phase préparatoire essentielle avant le compactage et d'autres étapes techniques. L'objectif de ces projets ambitieux est clair: faire de l'aéroport de Beni Mavivi une porte d'entrée internationale capable de renforcer les liens commerciaux entre la République démocratique du Congo et ses partenaires, notamment l'Ouganda voisin. Il est important de rappeler que cette première phase du projet se concentre sur l'élargissement et la modernisation de la piste d'atterrissage ainsi que des aires de stationnement des aéronefs. La réalisation de ces travaux par la société de services Viumbira SSV marque une avancée significative vers la concrétisation de la vision du gouvernement provincial pour le développement économique de la région grâce à une infrastructure aéroportière performante. Toujours à Beni, désormais les véhicules transportant plus de 20 tonnes ne pourront plus traverser les ponts Semouliki. Cette mesure préventive est due à son effondrement qui a constitué le gros de la matière traitée ce lundi 14 avril 2025 lors du Conseil provincial de sécurité élargi à la FEC et à la DGDA. Les ponts Semouliki relient entre autres la ville de Beni à la cité frontalière des Kassindi. Nous sommes toujours dans la province du Nord Kivu. Effondrement imminent du pont Semouliki à Beni, cette question était sur la table à la réunion du comité de sécurité élargi tenue ce 14 avril 2025 au gouvernorat du Nord Kivu. De mesures pour éviter les pires sont prises. Étant donné qu'il y a une alerte que ce pont est en danger d'écroulement,
et certaines mesures ont été prises. Et désormais, la plupart des marchandises seront déclarées à Kassindi et seront transportées par des véhicules ayant le tonnage ne dépassant pas 20 tonnes. Ça, c'est une mesure provisoire en attendant les travaux de réhabilitation, de renforcement de ces ponts qui seront menés sur place. Le représentant des usagers s'engage à les respecter. Nous remercions d'abord l'Office des routes pour avoir alerté l'autorité provinciale concernant l'écoulement imminent du pont Semuliki, un pont qui est très important pour le trafic et l'approvisionnement à produits de première nécessité ainsi que l'évacuation de nos produits agricoles vers le marché international. Alors, à ce qui concerne notre part, je pense que la meilleure des choses, c'est de s'approprier cette alerte parce qu'à notre niveau, nous allons informer les opérateurs économiques de se ranger derrière l'autorité pour que le pont ne s'écroule pas. Ce, par crainte de conséquences évoquées ici par l'Office de route. Béni. La conséquence est que si on fait passer les véhicules lourdement chargés, les ponts vont s'écrouler. Nous avons pris comme solution de diminuer le tonnage des véhicules qui vont passer par-dessus les ponts en attendant qu'on répare les ponts. Oui, nous demandons aux usagers de respecter cette mesure parce que s'ils ne respectent pas cette mesure, les ponts vont s'écrouler et ça sera la perte de tous. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evaristo, a personnellement présidé cette réunion de haute facture. De la province du Nord Kivu, nous prenons directement la trajectoire de la province du Lualaba. Le bourgmestre de la commune de Manika à Kolwezi, maître Thierry Mujinga a sillonné dans la soirée du samedi 12 avril dernier aux côtés du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité de la province du Lualaba, le quartier industriel de la ville de Kolwezi. Une descente effectuée dans le but de faire appliquer la mesure interdisant la nuisance sonore qui perturbe le quotidien des habitants de ces quartiers mentionnés. C'est un reportage de Isaac Kianda. Napenda population yangu ya mkartie industriel mule bekale una salama. Hapana mabari yenu kuna bauji. Makilele tunakatala ya mabari yenu mudorganiser makilele bakiri paka mu mpango wenu shinge mu voisin wa gauche wa droite na kumkongo. De la parole à l'acte, quelques jours seulement après avoir échangé avec les tenanciers des bars et boîtes de nuit résidant au quartier industriel sur les plaintes formulées par les habitants de ces quartiers résidentiels faisant mention à la nuisance sonore dont ils sont victimes, le bourgmestre de la commune Manika, maître Thierry Mujinga Sambumba, a effectué une ronde sur le terrain dans la soirée du samedi 12 avril afin de se rendre compte du respect des mesures anti-nuisance sonore dans cette partie de la ville de Kolwezi. Une opération réalisée en collaboration avec le ministère provincial de l'Intérieur et Sécurité, question de renforcer la légitimité et l'impact de cette action. Roy Kaumba Mayonde Philippe et Thierry Mujinga Sambumba ont sillonné la majeure partie du quartier industriel dans l'objectif de faire respecter les mesures prises pour permettre aux résidents de cette partie de la ville de Kolwezi de passer enfin une nuit paisible sans être perturbés par des bruits de la musique. D'importants instruments de musique ont été confisqués dans certains lieux, question d'imposer le respect de la mesure et protéger la quiétude de ces quartiers résidentiels souvent perturbés. Ces histoires ici qui dérangent le monde ici, on en a marre de vous. Est-ce que tu me comprends? On en a marre de votre nuisance sonore. On en a marre. Je prends tout ça, vous viendrez, vous allez payer les amendes. Très dur. Une démarche saluée par plus d'un qui encourage les poids des efforts considérables consentis par la commune Manika qui cadre avec la vision de la femme d'exception en République démocratique du Congo, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi, allant dans l'essence de restaurer l'autorité de l'État dans sa juridiction. Moi personnellement, j'apprécie le travail que l'Excellence est en train de faire. Je félicite le ministre de l'Intérieur, monsieur le ministre Roy Kaumba, et aussi je félicite notre maman Fifi Masuka, la gouverneure de la province, ainsi que notre bourgmestre, M. Samumba. Je suis vraiment très content. Ça, c'est le boulot.
Cette opération illustre une fois de plus l'engagement de l'homme de terrain Thierry Mujinga Sambumba à répondre favorablement aux détresses de ses administrés. Le peuple d'abord, slogan du chef de l'État Félix Tshisekedi, trouve son sens au Lualaba grâce à l'encadrement de Fifi Masuka Saini, gouverneur des provinces. Et en sport, le site touristique Ouansela dans la province du Lualaba a abrité la cérémonie du lancement de la 2e édition du Ouansela Cross samedi 12 avril dernier. C'est là en présence de plusieurs autorités provinciales dont la gouverneure Fifi Masuka Saini. Isaac Okienda, reportage. Samedi 12 avril 2025, le site touristique de Ouansela, situé dans les territoires de Muchacha, a abrité le lancement de la 2e édition du Ouansela Cross. La gouverneure du Lualaba, accompagnée du vice-président de l'Assemblée provinciale, ainsi que de ministres provinciaux de l'Intérieur et des Sports, a présidé cet événement sportif d'envergure. Organisé par les conseillers municipaux Andy Barampana Mutombo, ce rassemblement a vu converger des pilotes et des passionnés de motocross venus des différentes contrées du pays et de l'extérieur, créant ainsi une mosaïque des talents déterminés à en découdre sur la piste. Pour l'initiateur de cet événement, les conseillers municipaux Andy Barampana Mutombo, Ouansela Cross n'est que le début d'une série d'activités sportives qui visent à promouvoir les motocross en République démocratique du Congo. Il a lancé un appel vibrant à tous les Congolais. Faites de cet événement les vôtres pour le rayonnement du Lualaba et de notre pays, a-t-il clamé sous les ovations de l'assistance. Je voudrais glorifier Dieu pour cette journée. Merci à tout le monde d'être passé. Et je pense qu'on reviendra l'année prochaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Lualaba et que Dieu bénisse le Congo. La gouverneure Masuka, fière de voir émerger des initiatives sportives qui contribuent à l'épanouissement des jeunes, au développement de sa juridiction, a remercié et encouragé les pilotes d'avoir fait les déplacements. Elle a souhaité plein succès à cette discipline qui prend de l'ampleur au Lualaba, en phase avec la vision du progrès du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je tiens à remercier tout le monde, toutes les personnes qui se sont déplacées. J'aimerais que nous puissions les acclamer, tous ceux qui sont venus de très loin. Welcome to Lualaba, welcome to DRC. Thank you for coming. Merci d'être là, ça fait la joie pour tout ce que nous voyons aujourd'hui au Lualaba. Merci à l'organisation, que l'Éternel Dieu en dit continue à te bénir. Au terme des courses palpitantes, les lauréats des 3 catégories ont été récompensés par des chèques et des médailles remis par la gouverneure et les vice-présidents de l'Assemblée provinciale, Archimède Kabea Kalassa. Ces récompenses témoignent la reconnaissance des efforts et des performances de ces athlètes. Pour clore cette soirée mémorable, des feux d'artifice ont illuminé les ciels à la 2e édition de Ouansela Cross, à la grande satisfaction des Lualabais présents en nombre. À présent, je vous laisse compléter l'actualité du jour à travers la revue de presse dans une sélection et commentaire de Polydon Gaziami. Kinshasa, capitale RD congolaise, est actuellement confrontée à une multitude de problèmes qui affectent la vie quotidienne de ses habitants. Des véritables défis, parmi lesquels le quotidien Le Potentiel cite, dans sa livraison de ce lundi 14 avril, les inondations récurrentes, l'insalubrité, l'urbanisation chaotique, l'insécurité croissante due au phénomène de Kuluna ainsi que le manque d'électricité et d'eau potable. Ces questions préoccupent vivement la population qui pointe du doigt la gestion du gouverneur Daniel Bumba, écrit le tabloïd. Bref, poursuit-il, il n'a pas fait avancer les choses pour transformer la ville de Kinshasa. D'où la question du quotidien, jusqu'où peut aller l'inaction de Bumba? Un autre problème qui doit être classé dans la catégorie des défis, c'est l'obtention d'un passeport en République démocratique du Congo qui, selon la tempête des tropiques, restera mystérieuse. En effet, évoquant la récente décision du chef de l'État Félix Tshisekedi de réduire le coût du passeport ordinaire biométrique de 90 à 75 $ américains, ce quotidien la salue car elle permet au pouvoir public d'actualiser ses données relatives aux groupements et chefferies de création après la publication des vieilles cartographies. Et pourquoi pas l'évolution de la population. Mais malheureusement, relève le journal, ce service ne relevant pas directement des affaires étrangères n'est pas cité ni son ministère de tutelle dans cette démarche qui risque de capoter. À cette étape, explique-t-il, des dossiers se perdent, disparaissent et traînent. Les urgences sont ignorées.
Les conditions sont aussi pénibles. Les bureaux de ce service connaissent régulièrement des délestages de l'électricité, rendant ainsi difficile la sauvegarde des données. Les efforts au nom de la justice sociale, équitable et distributive sont donc à prendre en considération, estime la tempête des tropiques. Sinon, cette mesure envisagée par le président de la République pour rapprocher l'État des réalités quotidiennes de ses citoyens et visant à garantir à chaque citoyen de pouvoir s'identifier et circuler librement sans que des conditions financières n'en constituent un frein, restera dans le monde du rêve. Le mécanisme de contrôle est aussi attendu au niveau de ce que l'on doit réellement à l'État, fait savoir le journal. Congo Nouveau revient sur les attaques de la ville de Goma perpétrées dans la nuit de vendredi 11 à samedi 12 avril dernier. L'armée nie avoir orchestré les dites attaques, écrit-il, se référant au communiqué lu hier dimanche par le porte-parole des FARDC. L'armée affirme en effet que ses positions sont à des centaines de kilomètres de Goma, au nord comme au sud de cette ville. Pour elle, il s'agit d'une manœuvre des rebelles soutenus par le Rwanda pour faire capoter les initiatives de paix en cours. Et justement, à propos de ces initiatives, Congo Nouveau annonce la désignation le samedi 12 avril dernier par l'Union africaine de nouveaux médiateurs dans le processus de paix pour résoudre le conflit persistant dans l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agit du président de la République togolaise, Faure Essozimna Gnassingbé, qui prend la place du président angolais, Joao Lourenço, qui a jeté l'éponge après avoir pris la présidence de l'Union africaine. Pas de suspension des mandataires publics sans l'aval de Félix Tshisekedi. C'est la manchette de Forum des As et la décision a été annoncée par le président lui-même lors de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 11 avril dernier. Cette mesure est prise à la suite de son récent constat des tensions concernant la gestion des actions disciplinaires à l'égard des mandataires publics au sein des entreprises du portefeuille et des établissements de l'État. Ce qui signifie, précise le quotidien qui évoque la même décision, que toute initiative de suspension d'un mandataire public par sa tutelle sera désormais soumise systématiquement au président de la République pour approbation préalable et expresse. La mesure vise à assurer que toutes les décisions sont prises en toute transparence. Enfin, la manchette annonce l'interdiction d'accès au siège du parti qui frappe le président ad intérim de l'UDPS Tshisekedi. Dans une correspondance adressée jeudi dernier à la bourgmestre de Limete, consultée samedi 12 avril par info.cd, le Conseil de discipline de l'Union pour la démocratie et le progrès social a informé cette dernière de sa décision d'interdire à Augustin Kabouya d'accéder aux installations du parti situées sur la 10e rue dans la commune de Limete, et ce, sans donner davantage d'explications sur les motivations de cette mesure. Bonsoir. Fin complète de cette session d'information, mesdames, messieurs. Merci de votre réelle attention. Thank you.